Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche holistique de la santé. Pour cet épisode, je reprends le format des interviews découvertes et c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter la carrière et le travail du docteur Vanden Bogart. En effet, je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un voyage mythobiologique, un atelier qu'il anime et qu'il animait déjà en août 2011. C'est un atelier que mes parents, durant leur convalescence contre le cancer, avaient suivi. Malheureusement, ils n'ont pas été jusqu'au bout de cette méthodologie parce qu'elle est vraiment passionnante. Elle a évolué depuis 2011. Entre-temps, j'avais eu l'occasion de participer au Congrès international des médecines quantiques en 2012, durant lequel effectivement Édouard était également présent. Et puis j'ai été patient du docteur Vanden Bogart durant quelques séances lorsque j'étais en Belgique. Et puis j'ai perdu un peu le fil à travers des années extrêmement difficiles. Et c'est récemment que j'ai repensé au travail de la psychogénéalogie et j'avais à cœur de vouloir interviewer une personne experte dans le domaine et donc j'ai pensé à lui et j'ai pu lire, parce qu'à l'époque il n'était pas encore sorti, le livre Psychogénéalogie, manuel d'autodécryptage de votre arbre minute, un livre qu'il a coécrit avec son épouse, spécialisée en coaching et avec leur expertise à tous les deux, une méthodologie qui a été reprise par Édouard Vanden Bogart, donc médecin homéopathe, dont vous allez découvrir la carrière assez exceptionnelle. Nous allons d'ailleurs débuter par sa biographie et je vais vous inviter à la lire sur son site. Je n'en dis pas plus, je pense en avoir déjà un peu trop dit par rapport à cette interview, mais je vous souhaite une excellente écoute. C'est l'une de mes meilleures interviews, passionnantes, sur lequel je risque encore de rebondir pendant plusieurs épisodes. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, eh bien, prenez soin de vous et surtout, très bonne écoute. Eh bien, bonjour Édouard, comment vas-tu aujourd'hui? Bah, écoute, ça va bien, c'est mon jour de congé, donc j'ai pu m'occuper après avoir été en France voir ma petite fille pendant une semaine, pendant les vacances. Bah là, j'ai dû m'occuper un petit peu du jardin parce qu'on est en plein printemps, il fait beau aujourd'hui à Bruxelles et tout a poussé de manière incroyable. Tout est fleuri et donc je suis très content à la fois d'être en repos et d'avoir pu jardiner un petit peu, de me remettre à la terre. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important. Et je voyais encore récemment un scientifique, je ne sais plus de quelle branche, qui parlait de l'importance de travailler la terre pour le système immunitaire. Et donc c'est vraiment, on doit retourner aujourd'hui à des choses élémentaires, de pouvoir prendre le temps, Mm. effectivement, qui nous manque parfois. En tout cas, moi je suis très heureux que tu aies accepté de prendre ce temps pour nous, pour parler de la psychogénéalogie. Pour te donner un peu le contexte, il y a quelques semaines, je donnais un podcast sur l'importance et la prise de conscience de notre santé sur notre entourage, parce que j'ai modélisé une manière de voir sa santé. Et il y a un des éléments dans lesquels j'insiste beaucoup, c'est de se dire, OK, ta santé est importante pour toi, mais aussi pour d'autres. Et c'est là que je me suis dit, mais sur cette thématique-là, ce serait vraiment intéressant de revenir sur la psychogénéalogie et d'en parler avec un expert. Et j'ai pensé à toi. Et je dois t'avouer que lorsque j'ai lu ton livre, après quelques pages, c'est le genre de livre où je me suis dit, waouh, là, je vais m'y plonger à 200%. Tout de suite, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient se passer, alors que j'ai fait ce voyage mythobiologique avec toi il y a maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai déjà travaillé sur mon arbre généalogique à plusieurs reprises, mais là, je pense que l'oignon a mûri et il va falloir encore que je retire quelques pelures à mon oignon. Et peut-être aussi curieux que ça peut paraître pour ceux qui vont nous écouter, mais il y a même une page où le témoignage que tu as partagé, j'ai senti physiquement quelque chose qui bougeait. Alors, je vais devoir retourner sur cette partie-là, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Mais avant de parler de la psychogénéalogie, Edouard, est-ce que tu me permets de revenir un peu sur ta carrière?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais revenir sur quelques éléments clés et puis je te poserai justement des questions par rapport à ça. Et ceux qui me suivent depuis un moment ont découvert 50 interviews lors de la première saison de ce podcast. Et donc, je me suis vraiment amusé lorsque je présentais ces auteurs ou ces entrepreneurs à aller voir leur biographie. Alors, j'allais voir à gauche, à droite, sur LinkedIn, sur leur site, etc. Chez toi, LinkedIn, j'ai rien trouvé. Je suis allé sur ton site. J'ai fait une petite biographie de 4 lignes. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas avoir grand-chose. Et puis, il y avait un petit onglet en dessous. J'ai cliqué dessus, biographie étendue. Et là, j'ai eu de quoi pouvoir nourrir ma curiosité et je vais commencer par là. Tu l'as très bien présenté. Je vais vraiment inviter ceux qui nous écoutent à aller lire cette autobiographie. Tu dis que une autobiographie, ce sera ma première question, est aussi importante que la généalogie et le travail sur la périnatalité. En quoi ce travail aussi précis que tu l'as fait peut être révélateur? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de cette autobiographie pour soi-même? Alors, c'est vraiment très, très important et c'est quelque chose que je demande aujourd'hui aux patients quand ils veulent bien le faire, parce que ça prend quand même un temps. Mais est-ce Oui. que les patients sont prêts à consacrer du temps eux-mêmes? Ils sont souvent plus occupés avec les autres qu'avec eux-mêmes, Mhm. parce que c'est moins dangereux de s'occuper des autres que de s'occuper de soi. Hein, on peut aller rechercher dans l'inconscient des émotions ou des traumas qu'on a justement occultés parce qu'on avait difficile à les gérer. Et quand on fait sa chronobiographie, ce qui est intéressant, c'est donc année par année de regarder à chaque âge de notre vie ce qu'on a fait, les effets que ça nous a fait, avec qui ça s'est fait, où ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait à la maison, est-ce que ça s'est fait à l'école, est-ce que ça s'est fait au sport, est-ce que ça s'est fait pendant les vacances, donc l'environnement dans lequel il y a eu des faits qui ont produit des effets chez nous qui ont été de nature à activer des gènes ou désactiver des gènes. Donc tout au long de notre vie, il y a les gènes qu'on reçoit de nos parents qui eux-mêmes ont été activés ou désactivés parce qu'ils ont vécu ce qu'ils n'ont pas vécu, donc leur chronobiographie. Hein, et donc moi, j'incite tous les parents responsables à écrire leur chronobiographie et à la laisser à leurs enfants. Wow. Parce qu'il y a tellement de répétitions qui se font de génération en génération, et ça je l'étudie quand même maintenant depuis presque 40 ans, donc, j'ai une connaissance de ma généalogie, de ma périnatalité et de ma chronobiographie extrêmement importante. Et donc, j'ai mis cette chronobiographie sur le site pour inviter les gens à faire de même, pas du tout par narcissisme ou par mise en valeur, mais pour montrer que tous les éléments qu'on a vécus, qu'on considère bons ou mauvais, en fait, ils servent à quelque chose. Mhm. Et ça, ça fait partie des choses qui ont émergé encore davantage au cours du cheminement depuis les dernières années. C'est que justement, tout est bien fait. Mhm. Tout ce qui nous arrive bien fait, ce qui est très difficile à accepter Oui, d'un point de vue mental, d'un point de vue humain, mais du point de vue de l'âme, c'est bien fait. c'est ça. Donc, on n'a pas à jeter des informations, on n'a pas à déprogrammer des informations. Tout est important. Maintenant, il y a des choses, si on prend une cuisine, on n'utilise pas tous les instruments de cuisine pour chaque repas. Mhm. Donc, il y en a qu'on laisse dans le tiroir, il y en a qu'on laisse dans les armoires, il y en a qu'on sort, il y en a qu'on remet, qu'on va peut-être plus sortir pendant un temps. Et c'est un petit peu la même chose avec les gènes. Chaque gène code pour une activité, une action à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur d'un organe, à l'intérieur d'un système, à l'intérieur de la globalité. Et comme tu le disais dans ton introduction, la manière dont nous sommes affectés par l'environnement nous amène à réagir à l'environnement. Donc, on est en interdépendance et en interaction permanente avec les 8 règnes du vivant qui nous entourent, à Mhm. savoir le règne spirituel qui lui est invisible et pas nécessairement accessible à beaucoup de personnes, et puis les 7 règnes matérialisés, le règne astral, donc s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il pleut pas, s'il y a Une beaucoup de éclipse. soleil en été ou peu en hiver. Bon, tout ça, ça nous affecte. Ouais. Hein, donc ce sont des faits, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est le printemps, ce sont des faits, mais ces faits ont des effets qui sont variables en fonction de notre généalogie, en fonction de
notre périnatalité. Hein, ceux qui sont nés en hiver n'ont pas la même périnatalité que ceux qui sont nés en été. Il y a des décalages par rapport au monde astral. S'il y a des taches solaires, on sait que ça a des influences, etc., etc. La pleine lune, on sait que ça a des influences sur Clairement. les touchements, tout ça. Le règne minéral, tu en as fait l'expérience. L'eau n'est pas pareille au Canada qu'elle n'est en Europe et encore d'un endroit à l'autre. Le degré de pollution des nappes aquifères n'est pas les mêmes en fonction des produits chimiques qu'on utilise. Donc toute la pétrochimie a influencé les nappes aquifères qui influencent l'eau qu'on boit et donc le fonctionnement de nos cellules. Euh, Pareil, si on va dans des thermes, si on va en vacances à la mer ou à l'océan, c'est pas pareil que si on va à la montagne et qu'on boit de l'eau de source. Les micro-organismes qui nous entourent, donc le règne mycobactério-viral, chaque poignée de main, c'est un échange de millions de germes, l'air qu'on respire est plein de germes. Donc, ils sont autour de nous et ils nous influencent et nous les influençons. Hein, donc, comme je disais, avec le règne minéral, les pesticides qu'on utilise, tout ça va avoir un impact sur l'eau minérale, qui va avoir un impact sur l'arrosage de nos plantes, sur notre corps, etc. Et puis, il y a un règne qu'on oublie en général, qui est le règne mycélial, qu'on Oui, découvre de plus en plus, qui est l'Internet souterrain, biologique, naturel, qui relie non seulement avec la terre-mère, mais aussi qui a la capacité de régénérer les sols, hein, des sols qui ont été pollués. Si on met du mycélium, il va transmuter des hydrocarbures, par exemple, avec l'aide du règne mycobactério-viral. Donc, malheureusement, en naturopathie, on combat un petit peu le candidat albicans en disant que c'est mauvais. Mais je pense qu'il a peut-être la même fonction que le mycélium à l'extérieur, qui n'est pas notre ennemi. Il n'y a aucun des règnes qui est notre ennemi. Ce sont tous mais nos alliés. Nous sommes ensemble sur le même bateau. On appelle la Terre et on a le devoir de d'œuvrer en coopération. tout à Et tous fait. les règnes sont sensitifs. Alors, les trois derniers, tout le monde connaît, c'est le végétal, c'est l'animal, c'est l'humain. On va plus se centrer sur l'humain aujourd'hui. Mais on verra que justement, la manière dont on œuvre avec la psychogénéalogie, la périnatalité et la chronobiographie a un impact sur les 8 règnes qui nous entourent, sur les mémoires des ancêtres, sur les cellules de nos descendants, qui soient déjà conçus, pas conçus, etc. Parce que tout est biorésonance C'est ça. et échange d'informations. Du coup, ça veut dire que même si on n'a pas tes compétences, tes connaissances, le simple fait de se poser, de refaire cette autobiographie, cette chronobiographie, va déjà avoir un impact en résonance, justement, en se rendant compte de certains événements, ou est-ce qu'il faut vraiment la lecture d'un spécialiste? Non, le fait d'écrire sa chronobiographie est quelque chose d'extrêmement puissant et transformant. Rien que déjà de le faire, de mettre le noir sur blanc, Mm. à condition d'être honnête, et justement avec cette conscience que tout est parfait, tout est parfait. C'est ni bien ni mal, c'est Mhm. parfaitement fait. Oui, c'est C'est ça. notre âme qui a attiré les faits, les événements à nous pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui est inconscient, pour mettre quelque chose en place par rapport au sens de notre vie, au but de notre vie, notre mission de vie et sagesse à retirer pour pouvoir les transmettre C'est ça. à tous les êtres qui sont là et être vraiment dans cette coopération Oui. sensitive, guérisseuse. Tu parles de coopération, c'est marrant parce qu'effectivement, ces dernières semaines, j'ai énormément de synchronicité. Et tu parles de cette autobiographie. Je l'avais commencé il y a quelques semaines, mais j'avais pris ça un peu à la légère. C'était juste pour avoir une idée. Mais là, je vais vraiment m'y replonger. Et c'est vrai qu'en lisant ta propre autobiographie, chronobiologie, on se rend compte à quel point on peut aller dans le détail avec les noms que tu cites, avec les endroits. Et ça, c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Et du coup, j'ai appris comme ça en lisant cette autobiographie que tu es né en 1960 à Uccle, au mois de février, comme moi. 2 ans plus tard, tu as ta petite sœur qui naît, et donc tu deviens le grand frère, et elle fait une réaction à ce fameux V, et elle devient tétraplégique. Après 1 an de traitement homéopathique,
elle retrouve la marche. Et donc là, c'est ta première Non, pas après un an. Après un an, mes parents vont consulter un homéopathe qui donne un traitement et 24 heures après la prise du traitement homéopathique considéré comme un placebo par la plupart des confrères, Ouais, elle récupère le mouvement. ouais. Elle ne va Wow. pas récupérer complètement le développement de son cerveau parce que c'est quand même une période majeure, la première année. Ouais, Donc, elle va garder un handicap mental, mais depuis que mes parents sont décédés en 2013 et 2018, et que c'est moi qui m'en occupe, comme je n'ai plus la tendance à la couver comme eux faisaient, et à vraiment à l'amener dans le monde, elle a fait des progrès, y compris wow. cognitifs, intellectuels, sociaux, etc., phénoménaux. Ouais. Et du coup, en 1972 ou 72, à 12 ans, tu es déjà abonné à l'encyclopédie de médecine. Et là, et ma deuxième question, parce que tu sais, on a travaillé ensemble là-dessus. Nous avons perdu, mon épouse et moi, notre deuxième enfant, une petite fille à l'âge de 2 mois. Et depuis lors, on a un troisième enfant, une deuxième petite fille, à qui on n'a jamais caché cet événement. Et elle le sait, et elle parle de sa grande sœur. Elle sait qu'elle est dans un autre plan, mais elle en parle comme si c'était un membre, enfin comme un membre de la famille. Du coup, euh, toi à 12 ans, le fait d'être autant intéressé à la médecine, ça veut dire que tes parents n'ont jamais caché l'accident de ta sœur, il n'y a pas eu de non-dit, ça a toujours été quelque chose qui a été très clair pour toi dans ton esprit qu'elle avait eu un accident, que ce n'était pas naturel. Alors, c'était très difficile de le cacher. J'ai vu mes parents dans des états émotionnels absolument catastrophiques. Parce que tu avais 2 ans à ce moment-là. J'avais 2 ans, toute la dynamique, toute la systémique familiale a changé à ce moment-là. Ma grand-mère qui me gardait à l'appartement a dû garder ma sœur. Du coup, moi, je devais me lever tous les matins parce que mon père me conduisait chez mon autre grand-mère. Mais donc, tous les matins, je devais partir chez mon autre grand-père, mon autre grand-mère. Et là, j'ai eu des problèmes avec mon grand-père qui était légèrement pédophile, incestueux. Donc, oui, ça a changé ma vie de manière spectaculaire. Je voyais mes parents chercher tout azimut, aller voir des psychologues, rentrer en larmes. Donc, j'ai vécu tout ça. Donc, Ouais. on m'a toujours dit, ouais, oui, c'est à cause du vaccin, c'est à cause du vaccin. Depuis que j'ai étudié l'arbre généalogique, je sais que le vaccin est le déclencheur, qu'en fait, un vaccin a un effet épigénétique, il a un effet sur le système immunitaire, donc il active certains gènes pour que dans le système immunitaire, il y ait la fabrication de certains anticorps. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans les semaines qui suivent un vaccin, il y a une dépression du système immunitaire. Et donc, cette dépression du système immunitaire permet à des choses qui sont dans l'inconscient de sortir. Et en fait, le vaccin a réveillé, parce que ma sœur est numéro 3, et en tant que numéro 3, elle est en résonance avec le troisième enfant de notre arrière-grand-mère, qui est morte en couche Mhm. avec cet enfant. Mais en fait, en faisant toutes mes investigations, je me suis rendu compte que très probablement cet enfant n'était pas de mon arrière-grand-père, mais d'un homme dont elle était amoureuse, n'ayant probablement pas été amoureuse de mon arrière-grand-père, hein. Elle était mariée à la campagne, puis ils ont eu Ah deux oui. enfants, et puis elle est tombée amoureuse d'un homme dont elle a eu un enfant. Donc pendant la grossesse, c'était plutôt magnifique. Elle portait l'enfant de l'amour, mais au plus elle se rapprochait de l'accouchement, plus le risque de découvrir que cet enfant ne ressemblait pas à notre arrière-grand-père augmentait. Donc elle a voulu le retenir le plus longtemps possible. Du coup, l'enfant est mort. Du coup, ils l'ont découpé en morceaux pour le sortir. Alors, est-ce qu'ils ils lui ont perforé sa matrice? Est-ce qu'ils l'ont blessé? Est-ce qu'ils l'ont infecté? On est à la fin du 19e siècle. Ouais. Toujours est-il qu'elle a fait une septicémie ou une hémorragie interne qu'à l'époque, on ne traitait pas à la campagne et elle est décédée, son enfant étant décédé avant. Donc ça, c'est le grand drame dans la lignée maternelle, mais qui cachait encore un autre drame que j'ai découvert un jour par hasard parce que la filleule de ma mère m'a apporté 3 feuilles de papier
qu'un généalogiste dans le village, comme par hasard, dans le village de ma grand-mère et de mon Wow. arrière-grand-mère, il y a un gars qui s'est passionné de généalogie. Alors, il est allé chercher dans toutes les archives, il a fait l'arbre généalogique de tous les gens du village, et il est allé remettre à tous les gens leur généalogie. Wow. Et cette filleule de ma mère reçoit ces trois feuilles, elle lui dit, bon, ce que moi je vais faire avec ça, c'est monsieur Untel a épousé madame Untel, ils ont eu autant d'enfants, nés à tel endroit, telle date, mariés, tel endroit, telle date, tel enfant. Bon. Et elle me donne ça. Je regarde, puis oui, effectivement, c'est pas terrible. Puis un jour, je me décide quand même de le représenter graphiquement comme j'ai appris à le faire et comme j'apprends aux gens à le faire. Et là, ça a été mon pire cauchemar psychogénéalogique. Je n'arrivais pas à dessiner ces 3 pages. Ça m'a pris des heures pour y arriver et mon cerveau, il butait jusqu'au moment où, à force de recommencer, il y a tout d'un coup la zone qui était bloquée, qui s'est débloquée. Et là, j'ai vu le truc insupportable qui se cache encore derrière, c'est que sur 6 générations, il y avait des filles mères. Mm. Et donc, systématiquement, ou bien la fille faisait un avortement, ou bien la fille abandonnait son enfant, ou bien euh, elle était mariée plus ou moins de force à quelqu'un d'autre qui reconnaissait son enfant, qui avait d'abord porté, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était des filles mères, qui avait d'abord porté le nom de son père. Et ce drame sur 6 générations est arrivé jusqu'à ma sœur. C'est ça. Et la conséquence de son handicap, c'est que ma mère, inconsciente de tout ce processus qui était au-dessus de sa tête, puisque j'ai découvert ça bien plus tard, se sont empressés de faire stériliser ma sœur. Et comme ça, c'était sûr qu'on arrêtait le programme. Mais elle ne savait même pas qu'il y avait un programme. Et Mm. donc, comme ça, ma sœur n'a jamais été fille-mère, mais elle n'a jamais été mère non plus. Non plus. Et grâce à son handicap, elle n'a plus eu la souffrance des filles mères, mais elle n'a pas non plus connu le bonheur d'être mère. Aujourd'hui, depuis la mort de nos parents, elle est en couple, Mhm. mais bon, elle a 60 ans, son compagnon en a 70, 70, voilà. Et donc, ça, c'est les genres de choses qu'on peut voir quand on fait un arbre avec tout ce qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ça. On va y arriver parce que c'est vraiment pour moi la thématique intéressante à échanger aujourd'hui parce que trop peu de personnes connaissent cet outil extraordinaire. Et je vais essayer de donner un maximum, je dirais, d'informations et d'échanges avec toi en leur donnant envie d'aller découvrir le livre sans trop de détails parce que justement, les On détails, dévoilé. voilà, peuvent influencer. Non, non, là je t'arrête tout de suite. Même ceux qui ont fait l'arbre minute, à chaque fois que tu refais l'arbre minute, ton inconscient va te montrer quelque chose de Exactement. supplémentaire. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et les gens, la première fois, ils disent oui, mais moi j'y connais rien, je connais rien de ma famille, etc. Et puis au fur et à mesure, puisque le livre c'est un to-do book, c'est-à-dire Oui, que à chaque chapitre, on demande de faire un travail, oui, puis de vérifier avec le chapitre suivant, puis de refaire un travail, puis de refaire. Et on évolue comme ça, petit à petit, on échafaude petit à petit grâce au chapitre, avec beaucoup de, comme tu as vu, beaucoup de schémas. On oui, dévoile la structure petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à cette structuration sur le papier, mais qui est le reflet de la structuration qui se fait dans ta tête. Quand tu écris ta chronobiographie année par année, que ce soit depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui ou d'aujourd'hui jusqu'à ta naissance, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Tu réveilles des mémoires, tu oui, repenses à des choses. Il y a donc des émotions qui ressurgissent parce que tu fais de la microkiné. oui. Dessiner, écrire, c'est de la microkiné. Mhm. Et c'est pas tout à fait la même chose que d'écrire à l'ordinateur. Oui. Oui, ça Parce c'était que une de mes quand on questions. Oui, écrit à la main, il y a quelque chose de linéaire, il y a un fil. oui, Tandis qu'à l'ordinateur, raison pour laquelle je ne suis pas très fan de travailler sur l'ordinateur, déjà, j'aime pas trop d'être devant un écran, je préfère regarder la nature et je préfère m'asseoir au soleil et écrire sur un bloc-notes au soleil que de me mettre à l'ombre avec mon ordinateur, sinon je vois rien. Mais il y a une grosse différence dans la mhm, manière de traiter l'information. L'une est vraiment schizophrénique,
Mm. Tout est coupé, c'est lettre par lettre, et les lettres ne sont pas attachées les unes aux autres, elles sont les unes derrière les autres. On peut donner une illusion de reliance avec certains alphabets, mais le principe est schizophrénique d'un ordinateur. Alors que tout le processus, que ce soit d'écrire sa biographie ou de faire sa périnatalité, cherche à faire le lien, le lien, le lien, le Oui. lien, le lien, le lien, à relier. Relié. C'est intéressant ce que tu dis parce que mon épouse avait repris des études en psychologie avant qu'on ne parte au Canada, à l'UCL. Et puis ici, elle va les terminer au Canada, mais elle avait appris justement l'importance de l'écriture à la main et que tous les étudiants maintenant dans les auditoires écrivent directement sur l'ordinateur et ça diminue leur capacité de mémorisation. Mais ici au Canada, les enfants n'apprennent pas l'écriture cursive, mais chaque lettre séparément. Et Majuscule. voilà, et ça pose vraiment un problème pour mon épouse par rapport à ce qu'elle sait, par rapport à l'éducation des enfants. La petite a 8 ans, et si elle continue comme ça, elle n'arrivera pas à écrire en cursif. Et d'après ce que j'entends, au niveau du cerveau, tu confirmes bien qu'il y a une différence. Ben, il y a une volonté, je pense, consciente et je vais même peut-être dire machiavélique, sans tomber dans des considérations Bien sûr. complotistes, d'aliéner les populations. Et donc tout est fait, si on regarde, tout est fait. La manière dont l'information est transmise, elle est schizophrénique. La scolarisation est très schizophrénisante. Hein, et donc on fait des aliénés, c'est-à-dire Mhm. A, alpha privatif, liénés, sans lien, des En sans lien. liens. Oui, oui. Et ça va même plus loin. Les Chinois se sont rendus compte que la dernière chose qui pouvait faire obstacle à leur dictature, c'est la famille. Et donc Wow. aujourd'hui, ils rêvent de faire des utérus artificiels pour faire des périnatalités désaffectées, Wow. désaffectives, pour qu'il n'y ait plus d'affectif sur l'enfant, pour que l'enfant soit élevé. Sauf que un empereur autrichien avait fait une expérience. Quand un petit mammifère ne reçoit pas d'affect, il meurt. Mm. Mm. Donc, à mon avis, ils vont rencontrer des problèmes parce que l'affectif est une nourriture énorme. C'est un petit peu le drame de la médecine et c'est là-dessus que j'ai beaucoup œuvré. Et c'est comme ça que j'ai créé avec mon épouse le concept de médecine sensitive coopérative Mhm. pour dire, bon, tout ce que la médecine a trouvé, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est que la médecine ne guérit pas, elle soigne et elle soigne même de manière palliative. Mhm. Elle enlève un organe malade, elle enlève une tumeur, mais elle n'aide pas la personne à faire en sorte que sa tumeur guérisse, on va dire, spontanément. Mhm. Donc, en fait, pour arriver à un phénomène de guérison, il faut refaire du lien. Hein, on Ok. parlait du lien avec les 8 règnes. Mhm. Il faut coopérer. On ne peut pas vivre tout seul. On ne peut Non. pas vivre tout seul. Alors, il y a plein de gens qui se retrouvent en grande partie seuls. Et c'est un drame pour les gens qui n'ont pas de couple, les gens qui n'ont pas de famille. Et ça devient de plus en plus important dans notre société. Et c'est une des conséquences de cette aliénation. Donc, l'outil que j'ai trouvé pour recréer du lien de manière simple, ça coûte rien à la sécurité sociale, c'est un scanner du cerveau, mais sans appareil qui coûte une fortune et où il faut Mhm. attendre des mois. Et en plus, on peut faire un scanner tous les jours, c'est pas mauvais pour la santé, au contraire, c'est l'inverse. Hein, quand on fait son arbre généalogique en 2 minutes, Mhm. à la limite tous les jours, à chaque fois, on découvre quelque chose en Mhm. plus. Et comme le disent les Grecs, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Donc, c'est refaire du lien, refaire du lien, refaire du lien. Et donc, ça permet de faire l'unité et remettre de l'amour dans le lien. C'est ça. Parce qu'il y a pas de guérison, pour moi, sans unité et sans amour. C'est Et ça. c'est ce qu'on fait avec l'arbre généalogique, c'est ce qu'on fait avec la périnatalité. Quand on amène les gens pour œuvrer sur leur périnatalité dans les eaux chaudes de Montegrotto, près de Padoue et Venise en Italie tous les étés. Pendant 3 jours, on leur fait passer toutes les étapes de leur périnatalité, mais pas pour aller pleurer sur le fait qu'ils sont restés coincés dans le col ou qu'ils n'étaient pas désirés, mais pour euh, donner épigénétiquement du positif sur toutes les zones d'ombre
sur toutes les parties qui ont été difficiles. Oui. Si tu n'as pas été désiré, c'est difficile. Ça amène certaines complications dans ta vie. Si tu es resté coincé dans le col, si tu es sorti avec un forceps, etc., c'est difficile. Si tes parents ont divorcé pendant la grossesse, c'est difficile. Et on va dire, bon, mais c'est bien fait, ça a un sens, Un sens. ça contribue à te faire aller vers le but que ton âme a choisi pour toi. Donc, utilise-le plutôt que de te battre ou d'essayer de le déprogrammer ou de l'effacer. Donc, va avec et pas contre. Et on va te donner la force, le soleil italien, la Dolce Vita, l'eau chaude de la terre-mer à 37 degrés. Et ça crée quelque chose. Ça n'enlève pas, Mhm. mais ça permet de faire autrement. D'intégrer, de digérer, de pouvoir trouver un sens et de Voilà, et conscientiser. d'arriver à trouver le sens. Oui. Alors c'est incroyable parce que là, en 5 minutes, tu as parcouru les différentes thématiques que j'aimerais bien aborder avec toi plus tard. Donc je vais continuer ta biographie, mais on reviendra sur certains éléments Ouais. qui sont vraiment, vraiment pour moi très, très importants, justement pour comprendre le sens, pour se dire, comme tu l'as dit, hein, que c'est pas pauvre moi, ok, j'ai mon histoire, mais qu'est-ce que mon histoire peut m'apporter et comment elle peut me guider. Et justement, toi, tu as eu cet événement étant petit, je le disais, à 12 ans, tu t'es abonné à l'encyclopédie de médecine, et puis tu t'es passionné. Alors, c'est marrant parce que dans mes notes, je marquais, tu t'es passionné, puis j'ai corrigé, fasciné par l'art des détectives Sherlock Holmes, parce que je sais que l'importance des mots. Enthousiasmé est encore mieux. Enthousiasmé est encore mieux. Ouais. Et donc, enthousiasmé par les détectives, c'est quelque chose aussi que je partage avec toi parce que trouver des liens, comprendre les choses a toujours été quelque chose de très présent chez moi. Et puis, en 1976, l'année de ma naissance, hein, puisqu'on joue avec les dates là en Mhm. ce moment, tu t'intéresses au jogging, à la nutrition biologique, à l'astrologie humaniste. Donc là, déjà très, très jeune, tu as cette vue très holistique, très large. Et en 78, tu sors de Réto en terminant un travail sur le diabète. Donc là, on est vraiment sur cette voie qui est tracée pour toi. Première candie à l'ULB en médecine. Tu le termines par un tour en solo au Canada et aux USA. Et c'est intéressant parce qu'après, dans ton autobiographie, tu cites tous les pays dans lesquels tu as voyagé. Et on dit que les voyages forgent la jeunesse. Et c'est vrai qu'en découvrant toutes ces cultures, on le verra plus tard dans ta biographie, tu t'es intéressé à la médecine chinoise, à la médecine tibétaine, à la médecine ayurvédique, pour justement trouver ce sens que l'on retrouve probablement dans toutes ces médecines. Et en parallèle à tes études à l'ULB, tu débutes l'homéopathie, hein, qui était à l'époque, je dirais, qui n'était pas permise en Belgique pour les non-médecins. Donc, tu le fais avec deux autres écoles. Et en 85, tu termines premier comme étant le plus jeune médecin belge en homéopathie et en médecine. Et tu organises déjà un premier séminaire débat sur justement les médecines alternatives suite à un professeur de physiopathologie qui vient démonter en fait l'importance des médecines alternatives. Et là, ma question suivante, c'est dans ton processus, dans ta réflexion, parce que là, tu es relativement jeune, mais avec énormément d'expérience de vie déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as été plutôt du côté de la recherche plutôt que dans la confrontation, la guerre contre les vaccins, contre la médecine traditionnelle, et que tu as plutôt embrasser finalement bah, tous ces mondes en même temps. Qu'est-ce qui a fait dans ton développement? Est-ce que c'était quelque chose de naturel ou est-ce qu'il y a eu des hauts débats, des progressions? Alors, je viens d'une famille qui a souffert pendant la guerre, hein. Un de mes grands-pères a été arrêté alors qu'il rentrait de la campagne avec de la nourriture pour sa famille. Les circonstances que je passe, hein, qui n'ont pas l'intérêt directement, il s'est fait tabasser à coups de crosse par les soldats allemands. Donc, du côté de la famille de ma mère, il y avait une haine des Boches. Mm. Mon grand-père, qui était ingénieur et responsable de toute l'ingénierie d'un journal, avait acheté avant la guerre des machines aux Allemands qui avaient les machines les plus performantes pour son journal. Et donc, pendant la guerre, les Allemands n'ont pas pris ces machines, ils ont pris les machines des autres journaux. Donc, du coup, on l'a accusé de collaboration et il s'est retrouvé en prison injustement sur des sortes de règlements de compte, de jalousie, Mm. etc.
Donc, il y a eu un historique particulier dans ma généalogie avec les Allemands. Et paradoxalement, deux des médecins qui m'ont le plus influencé dans ma vie, ce sont deux médecins allemands. Il y a d'abord le fondateur de l'homéopathie, Hahnemann, et puis il y a le docteur Hammer qui m'a permis justement de faire des liens entre l'histoire de l'évolution, entre les ressentis qui étaient absents en médecine, dont on ne tenait absolument pas compte, comment ces ressentis, donc l'effet que nous font les faits, hein, la science étudie les faits, mais elle a fait l'impasse sur les faits que font les faits. Mhm. Et lui, il a montré que justement, ce sont les effets des faits qui vont Déclenche. Ouais. activer des zones du cerveau qui sont en lien avec des organes et que si l'effet est trop grand, ça peut déclencher une maladie parce qu'il y a un gène qui est activé et dans le cerveau et dans le corps. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire sa biographie, de parler des gens qu'on a rencontrés, parce qu'après, on va pouvoir faire des liens. Alors, tout le monde n'a pas tout de suite la capacité à faire ce genre de liens de date, des cycles biologiques cellulaires mémorisés, voir si, par exemple, j'ai eu un événement très important à un âge donné. Si je divise ces tâches par 2, par 3, par 4, par 5, ou si je multiplie ces tâches par 2, par 3, par 4, par 5, je sais que à ces périodes-là qui correspondent, soit il y aura eu des choses, soit il y a des chances qu'il y ait des choses qui se passent en lien avec le trauma que j'ai vécu à l'âge charnière, clé. Donc ça, c'est une déjà des choses qu'on peut faire avec cette chronobiographie. Mais en plus, on peut rechercher des thèmes. Alors, bon, c'est sûr que moi, dans ma chronobiographie, c'est facile. C'est toujours de l'universel. Très tôt, je pars voyager tout seul, découvrir. Mon rêve, c'était de rencontrer les Amérindiens. Mais bon, quand on voyage en train, c'est assez difficile aux États-Unis et au Canada d'arriver dans une réserve amérindienne. Puis je ne disposais pas d'énormément de temps, hein. J'avais quand même envie à 18 ans, 19 ans, de découvrir l'Amérique, Ouais. hein. Voilà, après j'ai découvert l'Amérique centrale, puis j'ai découvert l'Asie, puis j'ai rencontré un de mes grands maîtres africains qui était issu de la tradition d'Agara et qui m'a mis sur la piste de la compréhension des dilutions en homéopathie que je n'arrivais pas à comprendre et que personne n'arrivait à m'enseigner ou à m'expliquer parmi tous mes professeurs. Et donc, c'est grâce à ça et grâce à tous ces chamans que j'ai rencontrés que j'ai pu développer ce côté sensitif. Et donc, quand on reprend sa biographie de manière sensitive, après l'avoir écrite de manière chrono-biologique, hein, puisque c'est une logique de vie, c'est mettre des mots, logos, sur le vécu. Il y a des ressentis et des mémoires, puisque la mémoire et le ressenti sont liés, qui remontent. Alors du coup, on peut compléter et puis on peut aller voir chez les ancêtres qui a déjà vécu ce genre de ressenti. Ah ben tiens, ça c'est comme mon grand-père, ça c'est comme mon oncle, ça c'est comme... Et on peut commencer à faire des liens intergénérationnels, en plus des liens à l'intérieur de la biographie et avec la périnatalité. Et donc, Mais du coup, ça, tu l'as fait après. Mais là, en 85, quand tu fais ce premier séminaire débat pour justement réunir les différentes médecines, qu'est-ce qui fait que tu es dans cette réunion et pas dans l'opposition? Est-ce que c'est inné chez toi? Ou- alors, bon, moi, dans ma périnatalité, mes parents, ils se sont rencontrés lors de l'exposition universelle. Donc, moi, tout ce qui est universel, ça fait Voilà, partie de ma recette de vie. c'est ça. Donc, je n'ai pas non plus travaillé sur les conflits par hasard, puisque le conflit, c'est le contraire de l'unité, du fait d'être en lien. Donc, moi, je pense que la santé, c'est d'être en lien. Mhm, Et donc, j'ai œuvré d'abord inconsciemment c'est ça. à mettre du lien et de l'amour. Wow. Ouais. C'est marrant parce que quand on lit et quand on t'écoute, ça semble limpide. Et l'étape suivante, c'est vraiment de le faire pour soi et de se rendre compte à quel point
c'est puissant. Il y a eu plein de synchronicité dans la lecture de ton livre pour ce podcast. Il y en avait déjà eu il y a 12 ans, mais probablement que j'étais pas encore prêt à ce moment-là et qu'il y a d'autres éléments qui sont venus. Et du coup, ben, en 1985, donc tu es le plus jeune médecin, chirurgien, accoucheur, homéopathe en Belgique, et tu vas continuer. Hein, je renverrai les auditeurs vers cette biographie, cette autobiographie par différentes médecines, et pour finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, créer la médecine sensitive coopérative avec ton épouse. Peux-tu, en un mot, tu en as déjà parlé, hein, mais expliquer un petit peu ce qu'est finalement cette médecine sensitive coopérative? C'est remettre du sens, c'est refaire du lien, c'est remettre de l'amour dans son passé pour pouvoir agir sur sa santé de manière vraiment très globale? Alors, c'est pas dans le passé, parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé, c'est dans le représenté qu'on se fait du passé. Mhm, Et le représenter, comme le mot l'indique, dans représenter, il y a remettre dans le présent. mhm, Ou mettre Ré, Ra, la lumière chez les Égyptiens dans le présent. Faire la lumière dans le présent oui. sur la mémoire du passé qu'on a. Parce que beaucoup de gens croient que la généalogie, c'est aller dans le passé. Or, c'est pas du tout aller dans le passé. C'est vraiment aller œuvrer comme un alchimiste, comme un kabbaliste, comme un détective. Et c'est ça l'aspect coopératif, c'est qu'en fait, justement, ce côté universel dans ma périnatalité, fait que je me suis intéressé déjà aux 8 piliers de la connaissance. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je les rappelle, il y a 8 piliers exotériques, ceux que tout le monde connaît, qui sont visibles, qui sont ceux qui sont enseignés dans les universités, dans les académies, dans les écoles ecclésiastiques ou religieuses, etc. Donc, il y a les sciences, Mhm, il y a les arts, il y a les religions et il y a les philosophies. Donc ça, ce sont les 4 premiers piliers, hein, c'est chez les Grecs. Et puis à côté de ces 4 piliers extérieurs, exo, il y a les 4 piliers ésotériques qui sont, qui font un peu plus peur aux gens. Et en fait, c'est l'alchimie, mhm. qui est différent de la chimie. Hein. Dans la chimie, on attache des choses ensemble. Dans l'alchimie, on arrive à faire quelque chose de nouveau, de la combinaison de 2 choses, mais pas simplement en les attachant. On fait ce qu'on appelle des transmutations. Donc, on fait apparaître quelque chose de tout à fait nouveau avec des nouvelles propriétés. Euh, Puis, il y a la magie. Alors, la magie, ouais, tout le monde dit c'est Harry Potter, etc. Mais la magie, c'est aussi le cinéma, Mhm. parce que le mot magie est l'anagramme du mot image. Et donc, on sait par la publicité, on sait par toutes les techniques aujourd'hui qui sont disponibles, qu'on peut mettre Macron dans une manifestation par des processus d'image. Et donc, on peut déclencher des émotions. T'as vu, il y a Macron à la manif, alors que c'est une fake news. Mais c'est de la magie, Ouais. c'est de la magie, c'est travailler sur le cerveau des gens avec des images. Alors, il y a de la magie noire, ça c'est un exemple de magie noire, hein, où on fait des fausses images. Et puis, il y a de la magie blanche, et il y a même de la magie rouge. Et puis, il y a la Kabbale. La Kabbale, ça vient du verbe hébraïque kibel, qui veut dire accueillir, c'est-à-dire l'art d'accueillir. À l'origine, les langues, elles sont basées sur des consonnes. Et si on prend par exemple la Torah des Hébreux, il n'y a pas de voyelle entre les consonnes dans le texte. Ça veut dire qu'il y a une liberté dans la langue. On accueille, alors les Hébreux diront, on laisse le roi, l'esprit, le souffle, insuffler les voyelles entre les consonnes pour créer des mots qui peuvent changer à tout moment, puisque si on a une phrase faite que de consonnes, sans aucune virgule, sans aucun point, on ne sait pas où il faut mettre et quelle voyelle il faut mettre. Et donc, c'est un art avec les langues absolument extraordinaire qui permet de découvrir des choses sur l'inconscient, et notamment quand il y a des lapsus ou des choses Ouais. absolument incroyables. Et enfin, il y a l'astrologie qui permet, alors, comment les anciens ont eu ce génie, mais c'est justement, je pense, par l'intelligence sensitive, ils ont senti l'impact Mhm. de planètes qu'ils ne voyaient même pas ou qu'ils voyaient à l'intérieur.
et ils ont réalisé ce qu'on s'est expliqué aujourd'hui, comment l'alignement des planètes, si elles sont de l'autre côté du Soleil ou de ce côté-ci, vont avoir un impact sur l'expression de nos gènes. Ouais. Et donc sur notre caractère en fonction de notre sensibilité première à la naissance, puisque le thème astrologique, ça sert à... C'est au moment où on sort de l'eau intra-utérine, tout d'un coup, on est exposé au monde du Père, on est exposé au monde astral, et là, il y a une activation astrale épigénétique qui se fait et qui donne le thème astrologique de naissance. Waouh. Voilà. Donc, après, moi, mon rêve suprême, ce serait des rencontres un peu comme organisé Solvay dans le temps, avec des grands savants, des grands génies de toutes disciplines. J'ai organisé d'ailleurs 2 fois un congrès comme ça, dont un à Lyon, qui s'appelait la Symphonie des thérapies. Et là, j'avais fait venir des gens des 8 piliers. Et chacun recevait successivement 20 minutes pour faire un exposé scientifique, artistique, religieux, philosophique, alchimique. Et on alternait avec des kabbalistes, avec des prières, avec des chants, avec des danses, et c'est ce que je fais en partie avec mon épouse aussi, puisqu'elle elle est danseuse, elle est linguiste, donc on travaille avec énormément de choses. Et j'ai toujours plaisir à rencontrer des gens d'autres disciplines qui ont vraiment une capacité, parce que si j'avais 1000 vies, j'étudierais tout, tellement Ouais, j'adore étudier, tellement j'entends j'adore bien. découvrir, je suis extrêmement curieux. Mais je ne suis pas à passer mes journées assis à un bureau à lire. Je n'aime pas lire. J'aime bien de vivre, j'aime bien de rencontrer des gens et de partager avec les gens mon expérience et que les gens me partagent leur expérience, mais dans un but alchimique de créer quelque chose de beaucoup plus grand tous ensemble que simplement la juxtaposition de toutes les connaissances. Exactement, exactement. Et dans cette médecine scientifique coopérative, on a effectivement la psychogénéalogie que tu as décrit avec ton épouse dans ce livre, hein, je mettrai en référence. Il nous permet, je reprends certaines de tes expressions, de comprendre l'intelligence de la vie. Et tu nous dis qu'à la fois, dans cet arbre, se cachent aussi bien des choses positives comme l'ancêtre qui va pouvoir nous montrer la direction de notre projection, de notre vie, et à la fois les mots, les non-dits qui s'y cachent et qui peuvent entraîner tel ou tel symptôme, telle ou telle problématique, et que l'on meurt finalement de ne jamais avoir été le capitaine de sa vie. Selon toi, tu penses que tout le monde devrait faire cet exercice au moins une fois de l'arbre généalogique, ou est-ce que la vie peut trouver un autre moyen de s'exprimer et de guérir? Je pense que les gens n'ont pas attendu que je découvre l'arbre minute pour faire des choses, mais on peut encore aujourd'hui se déplacer à cheval ou en charrette. Mais il existe des voitures, il existe des motos, il existe des avions, voilà. Donc tout est fonction de ce qu'on a à faire, hein. Les Amish se déplacent encore en charrette, et c'est très bien pour eux. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait. Ici, c'est un outil qui permet de faire des choses, d'aller très en profondeur, hein. Je peux inviter les personnes qui nous écoutent à aller regarder une vidéo sur le site avec Salvatore, où là, Oui, il y a eu une guérison spectaculaire grâce à l'arbre généalogique, hein, une guérison spontanée. C'est un jeune qui avait manqué d'oxygène à la naissance pendant l'accouchement. Et puis, ben, il a fait un infarctus du cerveau. Il avait un trou dans son cerveau qui est resté inchangé pendant 19 ans jusqu'à ce qu'on me l'amène complètement replié en position fœtale. Et quand on a travaillé avec ses parents, puisque lui était totalement paralysé des suites de cet infarctus, ses parents ont fait l'arbre, on a découvert le secret et on a compris pourquoi c'était à lui que c'était arrivé et pas à sa sœur aînée. Mais lui, c'était un garçon, etc., etc. Donc, je ne vais pas dévoiler le secret du film parce que ce n'est pas le propos complet. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a eu ce déclic, il a
régénéré son cerveau et il est sorti de sa paralysie. Mm. Et donc, ça paraît impossible pour un neurologue. Son neurologue est devenu fou un peu en voyant le scanner à ses 20 ans. Mais c'est ce qui s'est passé. Et Ça s'appelle La beauté de l'imperfection. C'est une vidéo qu'on a fait à un congrès avec. J'ai amené le patient avec moi au congrès et c'est lui qui a présenté son histoire. Alors, Judith, mon épouse, avait fait une synthèse de tout le travail de généalogie que j'avais fait avec lui, etc. Et on a pu voir le témoignage de ses parents, mais c'est pour montrer à quel point faire son arbre généalogique peut être un puissant transformateur quand on est malade, mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade. Je veux oui, dire, c'est un travail qui peut parfois être fastidieux et il est plus intelligent de le faire quand on est en bonne santé, tranquillement, que de devoir le faire dans la précipitation. dans la douleur et Et dans... bon, voilà, il y a des périodes où, comme maintenant, j'ai des délais extrêmement importants, je ne sais plus prendre tout de suite de nouveaux patients. Et bon, justement, ce que je trouverais bien par rapport à ta question, c'est que les gens qui attendent plutôt que d'attendre bêtement après un rendez-vous, ben, ils viennent aux ateliers qu'on propose pour faire leur art, pour faire leur périnatalité, pour faire leur chronobiographie, pour faire leur dossier. Et comme ça, le jour où ils arrivent en consultation, ben, je prends ma loupe de détective et tchac, 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 je passe tout en revue. Je suis super drillé à ça. Ouais, En une consultation, on en fait 10. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'était ma question. Euh, Dans cet exemple de Salvatore, il y avait vraiment un lien avec son arbre. Est-ce que tout ce qui nous arrive ont d'office un lien avec l'arbre ou est-ce que selon les cas, il y a un peu plus d'impact ou d'autres? J'ai ma petite idée, hein, mais je veux avoir ton avis en tant qu'expert parce que moi, je n'ai pas cette expérience D'office. d'office. Ouais. C'est D'office. logique. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons nécessite l'activation de gènes. Ouais. Tout comportement est génétique. Le déclenchement de l'expression des gènes est épigénétique. Mhm. Donc, il faut un fait extérieur qui nous affecte pour activer des gènes, pour qu'on se fâche, Mhm. pour qu'on se mette à pleurer, pour qu'on casse tout, pour qu'on ait envie d'embrasser, qu'on ait envie de prendre dans les bras, qu'on ait envie de... Bon. Donc, tout ce que nous faisons a un soubassement génétique, toujours. Tout est génétique. Mais tous les gènes ne s'expriment pas en même temps. Mhm. Et donc, il y a des gènes qui peuvent s'allumer, des gènes qui peuvent s'éteindre. Et donc, on ne meurt pas avec les mêmes gènes qu'avec ceux avec lesquels on est né. Il y a des mutations qui se font. On ne meurt pas avec les mêmes gènes allumés et éteints que ceux avec lesquels on est né. Parce qu'en fonction du chemin, la chronobiographie que l'on accomplit, eh bien, si on est dans une pièce, on allume les lampes dans cette pièce. Si on change de place, on éteint les lampes de la pièce qu'on quitte pour aller dans la pièce dans laquelle on va, ou on allume les lampes. Mhm. Eh bien, la génétique, c'est un peu ça. Et donc, quand on voyage, ça c'est l'intérêt des voyages, par l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, la connexion au soleil qui est différente, etc., etc., les champs magnétiques, hein, l'énergie ne tourne pas de la même manière dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc, la grande force des voyages, c'est d'activer des gènes différents. Mhm. Donc, ça nous permet de penser différemment, de sentir différemment, de faire les choses différemment. C'est marrant, je fais une petite parenthèse, que tu parles de l'énergie qui tourne différemment à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud. Mais quand j'ai fait mon master en sciences de la santé à l'université de Sydney, j'ai participé à une expérience de doctorant sur l'adaptation en ambiance chaude et humide. Et donc, je devais courir toutes les semaines en ambiance chaude et humide et j'avais thermomètre à gauche, à droite. Et finalement, à la fin de l'étude, ils ont retiré mes données de l'étude parce que chaque fois que les autres avaient la température qui montait, la mienne descendait, et quand moi, les autres descendaient, moi, elle montait. Donc, c'était totalement opposé aux statistiques. Et ils n'ont pas compris, ils se sont dit, ouais, c'est parce qu'ils viennent de l'hémisphère nord. Mais il y a bien une explication. Si la Bien sûr. température de la moyenne du groupe monte dans telles conditions, la mienne descend, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent, parce que voilà, je suis né
comme tout le monde. Et donc, il y a certainement une raison. Et là, pour toi, il y a une raison qui est simple alors. Ben, ça montre justement l'impact de la généalogie. Ça montre l'impact de la périnatalité. Si tu nais dans l'hémisphère nord et que tu vas vivre dans l'hémisphère sud, euh, ça Et fait quelque chose de différent. tu seras toute ta vie dépendant de l'endroit où tu es né. Bah, non, ça aura programmé quelque chose, ça aura imprimé quelque chose. Euh, alors, est-ce qu'on peut le changer? Je pense que fondamentalement, on peut le changer. Est-ce qu'il faut le changer? Euh, Qu'est-ce que ça donne comme intérêt pour quelqu'un du Nord d'aller au Sud et pour quelqu'un du Sud d'aller au Nord? Maintenant, on est tous originaires d'Afrique. On est tous montés vers le Nord au fur et à mesure qu'on a été refoulés des terres les meilleures terres, parce que Mm. l'origine de la vie, elle est en Afrique. Et donc, c'est chaque fois les dominants qui ont chassé les autres, et les autres, ils sont montés chaque fois de plus en plus haut. Certains sont partis à gauche vers l'Europe, d'autres vers l'Asie à droite, et puis ceux qui étaient en Asie à droite sont passés dans les Amériques. Et voilà. Donc, il y a toute une évolution de l'humanité comme ça. Et puis, il y a eu un retour avec les colonies des gens du Nord qui sont revenus prendre la place des gens du Sud en Afrique. Mais c'est en fait, si on connaît l'histoire de l'évolution de l'humanité, c'est les dominés qui ont acquis une technologie industrielle, qui sont revenus en force pour reprendre la place d'origine. Mm. Bon, c'est un petit peu comme les Juifs qui retournent en Palestine et qui disent, ben, nous, on revient maintenant. Mais ils Mm. reviennent avec des armes, ils reviennent avec un support international, ils reviennent avec des moyens que les Palestiniens n'ont pas. Alors, est-ce que ça, ça justifie les attitudes que les gens ont que les Juifs ont eues avec les Palestiniens ou que les Occidentaux ont eues lors des colonies avec les Africains qui étaient depuis plusieurs millénaires, même si on est originaire de là? Voilà. Mais tout ça, ça fait partie des connaissances transgénérationnelles Mhm. extrêmement lointaines, parce que là, on ne parle plus De 4 générations, comme tu le conçois. 4, 5, 15 générations, on parle de plusieurs milliers de générations. Mhm. Mais ça pourrait s'imaginer, il y a des algorithmes aujourd'hui qui permettent de faire des recherches et qui montrent que notre génome est bien originaire d'Afrique, avec Mm. des mutations, des adaptations en fonction des endroits où nos ancêtres sont restés plus longtemps. Mhm. Mhm. Ouais, Ça, c'est de la géogénéalogie. voilà. C'est juste passionnant de t'écouter comme ça, on pourrait le faire pendant des heures. Et cette psychogénéalogie, elle date pas d'hier. Tu as dit que tu avais plus de 40 ans d'expérience, mais on pense aussi aux travaux de Anne Schuttensberg ou de Jodorowsky dont tu parles dans le livre en introduction. Et tu parles aussi de projet sens, tu parles du concept de Marc Fréchet. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est étudié à l'université, puisque mon épouse à l'UCL a eu ce professeur Bernard Rimet, qui est professeur émérite et qui a travaillé sur le projet Sens à l'UCL, et je crois qu'il y a une autre université en Californie qui travaille sur ce projet Sens, c'est-à-dire ce qui finalement au moment de notre conception nous donne un sens que devrait découvrir par rapport justement soit à une analyse personnelle, soit parfois ça vient spontanément. Mais avec le recul, et je pense que tu en as déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais est-ce que l'accident de ta sœur était inévitable dans votre arbre? Tu as dit que oui, hein, finalement. Et dans ton projet Sens aussi? Alors, il n'y avait pas de connaissance de cet arbre. À l'époque, Non. je n'avais aucune conscience de ces choses-là, ni de ce que c'était qu'un arbre généalogique, même si j'avais déjà été prédestiné parce qu'un de mes ancêtres paternels, mais donc ça c'était l'autre côté, l'autre branche, un ancêtre paternel qui était commissaire de police, a enquêté dans les cimetières, dans les maisons communales, enfin, dans tous les endroits possibles, et lui, il a fait l'arbre généalogique des Van den Bogart. Et donc là, j'ai 19 générations Wow. hein, depuis 1600. Euh, mais bon, de manière administrative, c'est-à-dire où ils sont nés, où ils sont morts, Ouais. qui sont mariés, combien d'enfants ils ont eu, éventuellement s'il y a eu une fille mère, bon, les choses comme ça. Mais les choses avec lesquelles nous on travaille aujourd'hui, c'est vraiment avec le vécu, la mémoire du vécu.
Et ça, malheureusement, ça n'est pas dans les archives, Non. nulle part, ni les archives religieuses. Alors, les archives peuvent aider à retrouver des enfants morts, mais les fausses couches, ça ne se trouve dans aucune des archives, on n'en parle pas. Par contre, l'arbre minute permet de détecter toutes ces choses-là. Oui. Et donc, du coup, ma question, c'était, est-ce que dans ton arbre à toi, ou je vais dire dans l'histoire de ta sœur, est-ce que c'était aussi dur que ça ait comme conséquence sur sa vie à elle? Est-ce que c'était inévitable dans la dynamique de votre arbre et dans ton projet Sens à toi? Est-ce que ces événements étaient là pour une raison, aussi Alors, bien? oui, il y avait une raison, c'est que dans ma famille, on n'était pas conscient de ces choses-là. Donc, Oui. comme dit Jung, tout ce qui ne revient pas en conscience à la conscience revient sous forme de synchronicité, Mhm. c'est-à-dire sous forme d'accident, de maladie, de malaise, de chute, de ceci, etc. Donc, oui, dans le cas de ma famille, ça devait se passer, et c'est probablement grâce à ça que je suis devenu médecin homéopathe, et bien au-delà que simplement l'homéopathie classique, hein, puisque j'ai développé l'homéopathie chamanique, qui, je pense, est vraiment une autre forme de Mhm. médecine d'avenir, mais je ne me suis jamais limité à une chose, Mhm. c'est-à-dire que cette homéopathie chamanique qui est totalement homéopathique, mais qui est libérée euh, du monde médical, du monde pharmaceutique, du Mhm. monde matériel, et qui peut être utilisé partout. Bon, les gens qui veulent savoir ce que c'est que l'homéopathie chamanique peuvent aller regarder sur le site. La généalogie, ça peut se faire sur le sable, ça peut se faire sur de la terre, il suffit d'enlever un peu, et on peut dessiner son arbre généalogique par terre avec un bout de bois, en Afrique, comme en Amérique du Sud, comme en Asie, n'importe où. Donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est une médecine qui soit dématérialisée, une médecine qui n'ait plus besoin des machines. Aujourd'hui, si les machines tombent en panne, si le système informatique est piraté, les médecins ne savent plus rien faire. C'est une catastrophe. Il y a bien des groupes électrogènes pour quand même garder en vie les gens qui sont Mhm. sur respirateur ou soins intensifs, etc. Mais les autres n'ont plus leurs données, n'ont plus leurs machines qui marchent. Et beaucoup aujourd'hui, bon, apprennent encore à faire avec un stéthoscope, mais quand on est au milieu de la nature, on n'a pas son stéthoscope avec Non. soi à chaque fois. Donc, moi, ce que je voulais, c'était de pouvoir accéder à toute cette puissance thérapeutique qui est en nous. Donc, la mémoire de l'arbre est en nous. Donc, Oui. on a les gènes que nous avons hérités de nos ancêtres, ils sont en nous. Et nos gènes, notre ADN, c'est comme un clavier de piano. Hein, on va dire que tous les gens de la même famille ont un clavier quasiment identique. Pas tout à fait identique, mais et après, il y a comment on va jouer dessus. Oui. Et si jamais il y a un copain qui vient jouer, on va jouer à quatre mains, donc, c'est les mêmes notes, c'est les mêmes gammes, c'est le même piano, mais c'est pas la même musique qui va sortir si on joue tout seul que si on joue avec un batteur, avec un saxo, avec un... Et c'est de nouveau cette coopération qui fait qu'on va pas jouer pareil sur le piano. Mhm. Mhm. Bah, c'est Parce qu'on va pas avoir la même émotion. Tout d'un coup, le rythme donné par la batterie va nous donner envie d'improviser, de partir un peu plus par là ou un peu plus par là. Et ben, je pense que l'expression des gènes, c'est comme la musique. Mmh. Et au plus tu le fais consciemment, c'est ça finalement, au plus tu vas pouvoir, reprendre, comme tu le dis dans ton livre, hein, reprendre, être le capitaine de sa vie et faire des choses de manière beaucoup plus consciente et de moins en moins dépendante des autres. C'est ce que tu as voulu, à travers, ta médecine. C'est ça, oui. Si tu le fais en conscience, il n'y a pas nécessairement besoin que ça se passe par le biais d'une maladie C'est ou ça. d'un accident. Et quand on lit ton autobiographie, quand on t'écoute, quand on fait les exercices d'Arminite et quand on voit un peu ton parcours, eh c'est assez rare de voir un auteur pour lequel on peut vérifier que, enfin vérifier entre guillemets, que dans son histoire, ça colle entre ce qu'il raconte et ce par quoi il est passé. T'as le fait qu'on puisse lire ta chronobiologie, on voit effectivement que tout ça a un sens et que l'étape suivante, c'est de le faire pour soi-même.
Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une cohérence et pas d'avoir des croyances Ça, sur tu le sa répètes. propre vie. Tout à fait. Tout Hein, à parce fait. qu'on peut croire qu'on est comme ci, comme ça. Quand on aligne sa généalogie, sa périnatalité et sa chronobiographie. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur un passage vraiment important tout à l'heure, parce que moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un des éléments auxquels je pense souvent dans le voyage que j'avais fait en 2011 avec toi. Durant le stage, tu avais parlé, alors moi, je l'ai appelé lapsus physique. C'est quand tu disais, voilà, dans une conférence, il y a un moment où votre esprit va être distrait. C'est justement parce que l'information était importante, ou le bic va tomber à ce moment-là. Et Ouais, c'est ce qu'on retrouve finalement comme erreur dans l'arbre minute. On a beau connaître les la techniques. théorie pour bien le faire, on va quand même faire des erreurs. Et ça, c'est un outil qui est fabuleux. Mais oui, parce que déjà, ça change complètement de ce que Alice Miller appelait la pédagogie noire, où on sanctionne les gens quand ils font pas comme on croit qu'ils doivent faire, ou comme le prof croit que la vérité est. Hein, qui c'est qui a le droit de croire que la vérité absolue, c'est ça? La vérité, elle est différente pour chacun. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes de la même famille avec le même arbre, qui font le même arbre minute, eh bien, ils font des arbres totalement différents. C'est pas qu'il y en a un qui fait mieux ou d'autres qui font moins bien, c'est que chacun va dessiner à l'image de comment il se représente sa famille, Ouais. son Sa système. coloration. Ouais. Et comme chaque personne est à un autre endroit dans la systémique familiale, hein, c'est comme si on met différentes personnes autour d'une table, ben, en fonction de la place qu'ils occupent à table, ils ne voient pas la même chose Mm. de la même manière. Clairement. C'est ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique les positions perceptuelles. Mhm. Et donc, quand on est premier dans une fratrie, deuxième, troisième, ou, hein, puisque il y a ce qu'on appelle le carré magique, ça va par lignée, par trois, un 2 3 4 5 6 7 8 9. Et donc, tous les gens qui sont un 4 7 2 5 8 3 6 9 sont en résonance avec tous les gens qui portent ce type de numéro au-dessus, à côté et en dessous. Donc, c'est intéressant de voir quels sont les numéros de nos partenaires, quels sont les numéros de nos enfants et comment on a plus facile avec un enfant qui est dans la lignée 1, 4, 7 ou dans la lignée 2, 5, 8 ou dans la lignée 3, 6, 9. Et, et qui peut avoir une lignée différente si c'est un remariage ou un nouveau couple. Parce que Alors là, il là, va y avoir des mosaïques. Il va y avoir des mosaïques. C'est-à-dire que s'il y a un remariage qui n'arrive jamais par hasard, parce que le remariage, c'est pour ne pas faire les enfants suivants avec la personne avec qui on avait fait les enfants du début. mhm, Hein. Donc, si on a ces deux premiers enfants avec une première personne, et puis on se sépare, ben, et qu'on veut un troisième enfant, le troisième enfant, ce sera le troisième pour nous, mais ce sera peut-être le premier pour la personne avec qui on fait cet ça. autre enfant. Donc, il sera, lui, à cheval sur deux lignées, enfin sur deux colonnes, deux types de résonance dans l'arbre généalogique. Et il n'y en a Mais pas. quand il y a ça, c'est parce qu'il y a du danger dans l'arbre. Mais la Ouais, majorité des gens ne le savent pas. Donc, les parfait. divorces ont augmenté les chances de survie C'est ça. et Waouh. diminué la mortalité infantile. Waouh. Mais là, j'ai un gros travail à faire, mais c'est passionnant parce que honnêtement, et je ne le dis pas parce on s'est déjà rencontrés, j'ai déjà travaillé avec toi il y a une dizaine d'années, mais me replonger dans ce livre que je recommande vraiment à ceux qui nous écoutent, eh bien, ça permet d'avoir de vrais outils, de pouvoir, comme tu l'as dit, avant même d'aller en consultation ou même en atelier, c'est de se rendre compte, le livre est très bien fait, étape par étape. Il y a toute la première partie qui est théorique, et puis il y a l'arbre minute. Et à chaque fois, on peut refaire l'exercice, refaire l'exercice, refaire Ouais. l'exercice. Et comme tu l'as dit, il y a des choses qui se font de manière vraiment très spontanée. D'ailleurs, dans le déroulement du livre, il y a vraiment trois parties qui permettent justement d'arriver à joindre le corps et l'esprit, qui est vraiment une thématique qui m'est très chère quand je donne des cours, quand je coach. Mais tu as la sortie, je l'ai résumé comme ça pour ne pas te donner trop d'informations, que les gens puissent découvrir ton livre, mais c'est sortir de l'amnésie corporelle, justement en allant voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'arbre. C'est finalement ouvrir la boîte de Pandore et aller passer de l'inconscient au conscient et d'aller faire
son travail de détective pour comprendre ce qui se passe dans l'arbre. Et puis finalement, la troisième étape que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore faite avec toi, c'est l'intégration par l'hypnose ericksonienne. Et tu parles justement de Julie dans ton livre, qui est née avec une scoliose congénitale. Alors, tu m'as dit avant de débuter cette interview que tu n'avais pas su faire tout le travail de l'arbre minute avec elle, mais au bout du compte, ben, elle a évité une opération. Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que là, c'était en fait, quand elle était dans le ventre de sa maman, pour une raison transgénérationnelle, lors d'une réunion de famille, son oncle, tout d'un coup, s'est levé, a attrapé sa sœur et lui a shoté dans le ventre. Mm. Et la maman a voulu esquiver le choc, et la petite a pris l'impact et a suivi avec sa colonne. Et donc, on pouvait mettre dans son corps la trace du pied de son Bon. oncle. Et à partir du moment où on a pu comprendre en consultation qu'elle était née avec sa scoliose parce que le trauma avait eu lieu pendant la grossesse, donc ça c'est de la périnatalité, mais ça ne m'a pas suffi. Je voulais comprendre ensuite pourquoi un frère se lève en pleine réunion familiale, prend sa sœur, son beau-frère est à côté, il a rien vu venir, personne n'a rien vu venir, et qui chote dans le ventre de sa sœur pour essayer de tuer son enfant. Moi, ça ne me satisfait pas. Bon, comme Mm. tu disais, je suis un détective, j'aime bien d'aller à la source, etc. Donc, j'ai questionné plus loin et je me suis rendu compte qu'en fait, quand cet homme qui a choté dans le ventre de sa sœur enceinte était petit, quand leur mère était enceinte de la mère de la petite fille, ben lui, tout d'un coup, en tant qu'aîné, il a vu sa mère se centrer sur son ventre, s'occuper de son ventre et plus s'occuper de lui. Il s'est senti abandonné et il s'est rendu compte que c'était lié à ce qu'il y avait dans le ventre. Donc, il aurait bien voulu, en tant que petit enfant, éliminer ce truc qui était dans le ventre sans savoir que c'était sa sœur, qui faisait qu'il avait plus sa maman pour lui comme Mhm. avant, ce truc dans le ventre. Mais comme il était trop petit, il n'a pas su chuter dans le ventre de sa mère. Donc, il a refoulé ça dans son Mhm. inconscient. Et quand, 30, 40 ans plus tard, il voit sa sœur enceinte, ça lui rappelle sa mère enceinte, ça réveille épigénétiquement le trauma refoulé dans son inconscient d'enfant. Et là, évidemment, il n'a plus un corps d'enfant, il a un corps d'adulte, donc il peut faire ce qu'il n'a pas pu faire enfant. Il se lève, il prend sa sœur dans un moment d'inconscience et il lui chote dedans pour éliminer son bébé. Mais en fait, ce n'est pas son bébé qui voulait éliminer, c'était sa sœur qui voulait C'est ça. éliminer, hein, pour qu'elle prenne plus. Et en fait, ce qu'il avait vraiment activé, c'est que sa sœur enceinte était de nouveau à côté de sa maman. Et donc, elle s'accaparait de nouveau sa maman, comme quand il était petit, ça réveille. Et C'est donc, ça. c'est là le danger de toutes ces mémoires qui sont là dans l'inconscient, c'est qu'à tout moment, un facteur X peut les réveiller et ça peut déclencher des comportements, soit internes, des maladies, des accidents, des malaises, des rêves, qu'on ne comprend pas. Mais quand on passe tous ces événements-là à travers la lecture de l'arbre généalogique de la périnatalité, de la chronobiographie, on se rend compte que ça tombe pas du ciel. C'est ça, parce que ce qui pourrait être considéré comme un acte de folie et condamné par la famille et rester pendant encore parce que c'est violent, ça pourrait rester pendant des années quelque chose dont on ne va plus parler parce qu'il faut garder la famille. Enfin bref, il y a plein de mélanges qui peuvent se faire. Là, grâce à ce travail, ben, il y a une digestion, il y a une correction, et puis tu as envoyé cette petite Julia vers une kinésithérapeute une fois que Ouais, le c'était Madame programme Streuve à l'époque qui avait créé la méthode des chaînes musculaires, musculaire, ouais. qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, avec qui j'ai été formé aussi. Et elle a travaillé sur la rééquilibration des chaînes musculaires qui ont permis de relâcher toutes ces tensions et de faire en sorte que la petite, n'ayant plus besoin d'avoir cette déviation dans sa colonne, ait pu redresser sa colonne et qu'on n'ait pas dû lui mettre deux tiges en métal avec des vis dans chaque vertèbre pour Ouais. rouler.
remettre sa colonne droite, mais en la privant de toute mobilité, de toute rotation, etc. Clairement. Donc là, il y a eu le programme quelque part de départ qui a été désactivé et puis le travail physique, hein, qui permet Ouais. justement de remettre parce que dans la matière, il y a quand même un travail à faire et c'est pas parce on a pris conscience, bien souvent, il y a aussi, comme tu l'as dit, il faut prendre le temps. Déjà par son arbre minute, c'est dans la matière, mais après, il y a, quand on fait le travail jusqu'au bout, le travail par hypnose et puis il y a tout ce qui va en découler éventuellement, par après Alors, le traitement. l'œuvre au rouge, donc sous hypnose médicale, ericksonienne, c'est pas Mesmer, hein, les gens ne tombent pas, ils se retrouvent pas dans une autre pièce sans savoir qu'on les a déplacés, etc. Mais avec tout le respect que j'ai pour Mesmer, euh, mais c'est une hypnose où les gens restent conscients, mais ils rentrent en état modifié de conscience, je dirais même en conscience augmentée. Et du coup, ça permet d'accéder plus facilement à des mémoires, à des ressentis. Et bon, dans la manière dont on procède sur l'arbre généalogique, c'est qu'en fait, on ne se limite pas qu'aux gens avec qui on est lié génétiquement. Alors, Mmh. on met évidemment, par exemple, tous les partenaires, mais on met aussi les ennemis, on met aussi les maîtres qu'on a eus, les gens qui nous ont bon, Impacté. mis à l'épreuve, hein, Mmh. qui nous ont testés. Et donc, ça peut être des professeurs de maternelle, de primaire, de secondaire, des coachs sportifs, des patrons, des instructeurs militaires, ou que sais-je encore, ou des guides de voyage, enfin, des gens qui nous ont amenés, entre guillemets, du positif ou du négatif, mais on ne raisonne pas en termes de positif ou négatif, on parle en termes d'expérience. Et donc, il y a eu toute une série de choses qui ont été faites par des gens qui étaient plus ou moins conscients. Et qu'est-ce que ça nous a fait? Comment ça nous a affecté? Impacté aujourd'hui, Ça ouais. m'a donné l'impression. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir exprimer à l'intérieur de nos cellules, sous hypnose, de la gratitude pour ces gens quand on prend conscience de ce qu'ils nous ont apporté, ce qui est en général plus facile. Et on va pouvoir faire un travail de restitution symbolique, comme Jacques Salomé le propose. Donc, on va restituer à nos bourreaux, à ceux avec lesquels on a souffert, la violence, parce que souvent, ceux qui nous font souffrir n'ont pas conscience qu'ils nous font souffrir. Mmh. Dans l'exemple que tu prenais de Julia, quand son oncle chote dans le ventre de sa sœur, il n'est pas conscient de sa souffrance de petit enfant. Il Mmh. chote dans le ventre et il est désolé après, il ne sait pas pourquoi il avait ça, il ne OK. comprend pas. Et le cheminement, c'est de faire comprendre aux gens. Hein, la victime du pédophile est victime du pédophile. Pourquoi est-ce que dans son arbre généalogique, c'est sur elle que ça tombe? Et si on regarde l'arbre généalogique du pédophile, on va se rendre compte que souvent il a été lui-même déjà abusé, hein, et que donc c'est inscrit en lui. Donc il y a une guérison à faire de la personne qui a été pédophilisée, ou qui a été violée, ou qui a été abusée, ou qui a été harcelée. Mais il y a un travail à faire tout aussi important sur la souffrance de celui qui l'a fait, parce Mmh. que celui qui fait, il montre en fait ce qu'on lui a fait dont il ne peut pas parler. Mmh. C'est ça. Donc, il faut travailler ces violences aussi bien chez les victimes, chez les bourreaux, chez les sauveurs, parce que le sauveur, il est violent, le bourreau, il est violent, et la victime, elle est ultra violente. Ouais. Dans le sens ultra violente, c'est pas qu'elle casse tout, mais ce sont des arbres généalogiques, et ça, c'est ce qu'on appelle la symphonie des arbres généalogiques. Les arbres généalogiques qui sont au-dessus de notre tête, c'est un peu comme un cloud. Et quand on rencontre quelqu'un, les clouds se rencontrent, communiquent au-dessus de notre tête, à notre insu. Waouh! Et donc, on a intérêt à savoir ce qu'il y a dans notre cloud et à très vite être conscient que quand je suis en contact avec telle personne, mon cloud réagit là, 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 par rapport au cloud de l'autre. C'est fascinant. Et donc, quand on est dans une assemblée, c'est tous des clouds qui... Bon, là, il faut mettre en place le cerveau algorithmique pour gérer ces milliards de résonances, de connexions avec les clouds de tous les gens qui sont là. Donc, pour commencer, commençons déjà avec notre cloud, avec celui de notre partenaire, celui de nos enfants, petit à petit. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de sa vie. Nous, on continue d'abord
suis devenu grand-père et ma fille est enceinte pour la deuxième fois. Donc l'arbre s'agrandit vers le bas. Donc il y a plein de nouvelles choses qui se remanifestent de l'arbre que j'aurais peut-être pas pu voir Mm. grâce à ma fille et au prochain petit enfant qui arrive à l'automne prochain. Donc c'est un cheminement de vie, Un mais cheminement. il faut le commencer un jour. Et puis quand les gens ont fait leur arbre, même s'ils l'ont fait il y a 20 ans, ben, il y a des choses il y a 20 ans que je n'ai pas vues parce que je n'avais pas encore la même connaissance qu'aujourd'hui. Si je regarde ton arbre d'il y a 10 ans, je vais voir des choses que j'aurais pas vues et que tu n'auras pas vues parce qu'on aura cheminé. Et donc, même par rapport au livre, on est déjà tellement plus loin, mais c'est la base. Donc, de toute Mm. façon, le livre, il reste ce qui reste, et il est extrêmement important parce qu'il donne la base. Mais ce qu'on fait avec cette base aujourd'hui va beaucoup plus loin qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, il y a la transformation liée au Covid qui s'est passée, au confinement, il y a toute cette folie qui s'est passée. Donc, et tout ça, ça a des impacts sur les arbres, et les arbres ont eu des impacts sur la manière dont on a traversé cette épreuve. Oui, oui, je ne sais pas si tu as entendu cette interview du docteur, le médecin Raoul. Dans un de ses interviews, il a parlé de ce que son grand-père et sa grand-mère avaient eu comme impact durant la guerre. Et il avait parlé d'un autre médecin aussi, l'urgentiste, qui avait aussi un impact dans la résistance. Et là, c'est marrant, comme plusieurs générations plus tard, c'est aussi deux résistants par rapport à sa situation. Donc là, c'est de nouveau je dirais une preuve pour ceux qui nous écoutent que tout ça, c'est tangible. On peut le voir se manifester. Et comme tu le dis, même toi qui as travaillé sur ton arbre, tu peux voir des choses par ton arbre qui continue et qui se manifeste parce que voilà, c'est dynamique, c'est un voyage, c'est la vie, quoi. Ouais. En tout cas, un tout grand merci. Je pourrais encore parler des heures avec toi, Edouard, mais je voudrais te laisser dans ton jour de congé, ce qu'il en reste. Et donc, si on veut aller un peu plus loin, on peut te retrouver sur Évidence avec s.be. Je mettrai toutes les coordonnées. Il y a énormément d'articles. Il y a ton livre sur la psychogénéalogie et l'arbre minute que je recommande vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés. Il y a également un autre livre sur l'homme-cham qui est également ce que tu as pu découvrir à travers ces plusieurs décennies de médecine coopérative sensitive. Il y a des ateliers aussi auxquels on peut participer. Il y a des e-books aussi, donc tout ça je mettrai en détail. Et j'espère pouvoir, à mon prochain voyage en Belgique, pouvoir te revoir et pouvoir alors évoluer sur ce que j'aurais fait d'ici là. Mais en tout cas, un tout grand merci, Edouard, pour ton temps et pour ton partage. En tout cas, c'était très enrichissant. C'est un grand plaisir de partager ça avec toi et avec vous tous. Et j'espère que vous pourrez vous enthousiasmer autant que ça m'a enthousiasmé en le faisant. Mais vous verrez, le plus difficile, c'est le début. Hein, au début, on fait un arbre, ouais, on fait un arbre. Et puis, quand on lit le livre, on se rend compte que c'est pas rien du tout, ce petit arbre. Et plus on avance, plus ça devient. C'est un peu comme une icône. Hein. Les gens qui font des icônes, ils mettent plusieurs couches de peinture et puis ils commencent à gratter. Et puis on voit du bleu, puis on voit du rouge, et puis on voit. Et on ne voit pas à quoi ça ressemble, mais plus on avance, plus on voit la figure du saint sortir de l'icône. Et ben ici, c'est le côté sacré de Mm. notre famille qui va Je émerger sors. par étapes. Et si vous recommencez ou si vous faites plusieurs arbres minutes, surtout ne les jetez pas, gardez-les précieusement parce que chaque arbre apporte des choses nouvelles que vous n'aurez peut-être pas vues et que, ben voilà, si vous me les montrez avec un œil plus expert, je pourrais, ou plus entraîné, je pourrais vous montrer déjà des choses. Alors, il Ok. faut savoir que pour ceux qui veulent faire des choses avec l'arbre, moi, je dispose de très peu de temps, mais mon épouse qui a fait le livre avec moi, elle, et qui est coach de vie, que vous aurez l'occasion de voir sur le site, elle fait des téléconsultations sur les arbres minutes et elle aide à structurer pour ceux qui voudraient un jour venir faire la dernière étape alchimique de la transmutation de l'arbre en hypnose avec moi. Ça, il n'y a que moi qui fais à l'heure actuelle. On n'est pas encore arrivé à trouver des personnes
qu'on pourrait former jusqu'au bout, mais ça va se faire. C'est en chemin. Tout comme il y avait un deuxième livre qui était une suite à ce livre sur la psychogénéalogie. Oui, mais mon épouse fait plusieurs livres en même temps, donc du coup, ça a retardé un petit peu. On a plein de choses dans les pipelines qui devraient sortir, mais voilà, tantôt on va un peu plus dans une direction, tantôt en fonction des urgences, des besoins, etc. Si je m'arrêtais, et elle aussi, que pour écrire, on pourrait sortir plus de livres, mais on ne pourrait plus recevoir en consultation, Travailler sur le et je terrain. pense que les consultations, ça reste quand même prioritaire. Mais pour que les gens puissent continuer à venir en consultation, il devient essentiel, capital, qu'ils mâchent le travail, et Mm. on a créé justement maintenant un parcours de santé où on propose de faire l'arbre généalogique, la périnatalité, la chronobiographie, la danse sensitive avec la lumière, etc., etc. Et puis un permis de guérir qui reprend le parcours de santé, avec évidemment tout l'apprentissage du décryptage des maladies, comme je l'ai appris avec mes maîtres, mais en l'ayant aussi rendu plus accessible aux gens. Donc, C'est ça. on est en train d'œuvrer beaucoup maintenant sur la connaissance de soi, la connaissance biologique de soi à travers les 13 systèmes du corps humain. Et on apprend aux gens avec la même technique que l'arbre minute, on leur apprend à dessiner leur système digestif, par exemple, et on va regarder quels sont les organes qu'ils vont oublier ou comment ils vont mal les dessiner, etc. Et donc, on sait que là, il y a un conflit sur l'estomac ou sur ceci, ou sur ça, etc. Et ensuite, on va apprendre à faire émerger chez les gens les verbes du système, les verbes de l'organe, les verbes de la maladie, parce que j'ai toujours le projet de corriger un jour le gros dictionnaire où j'avais synthétisé tous les codes des maladies, mais qui n'a jamais été corrigé. Mais ici, je vais faire quelque chose de plus simple pour le public, parce que notre souhait, c'est d'autonomiser un C'est ça. maximum les gens pour qu'ils J'entends puissent bien. avancer le plus possible avant de venir nous voir, de manière à nous prendre le moins de consultations possible. Parce que nous, notre objectif, c'est pas de faire des consultations, c'est pas où mettre les gens. Il y a de moins en moins de médecins, il y en a très Oui, peu qui ont les compétences que j'ai et dans ce domaine, dans ces domaines-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils apprennent à tester leurs remèdes homéopathiques pour que j'ai plus besoin de faire ça, qu'ils apprennent à faire tout ça, et de préférence en groupe, parce que la deuxième loi de la jungle, c'est la loi de la solidarité, donc de la coopération, et que ce qu'on fait ensemble va plus vite, plus loin, pour moins cher. oui, voilà. Mais ça va boucler un peu notre interview parce qu'on peut s'inscrire, si je me souviens bien, à ta newsletter pour avoir justement toutes ces informations au niveau de l'agenda. Tu as un site qui est vraiment très, très fonctionnel avec plein d'informations. Les dates de tes ateliers, il y a des analyses de vidéos qui peuvent être très, très sympas aussi Mhm. pour comprendre tous ces mécanismes. Donc, encore une fois, un tout grand merci, Edouard. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous, prenez le temps de faire votre arbre minute en vous inspirant et en suivant les 3 étapes, en tout cas la première étape dans le livre d'Édouard. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Salut à toi, Édouard. Au revoir à tous.